Alors, bonsoir tout le monde. Je me présente, Simon Gervais. Je fais partie des directeurs adjoints à la direction des études du Collège Jean de Brébeuf. Je suis assisté ce soir d'un autre directeur adjoint, M. Jonathan Fontaine. De mon côté, je m'occupe entre autres du programme Sciences de la nature. Je m'occupe également du service des aides pédagogiques individuelles et je suis ici ce soir pour vous entretenir sur le processus des admissions universitaires et également démystifier avec vous cette fameuse cotère. Donc, comment ça se détermine, quelles sont les variables, démystifier également peut-être certains préjugés que vous pouvez avoir ou que d'autres institutions également peuvent se servir dans leur campagne marketing. Donc, nous allons faire un tour d'horizon sur ce processus. Donc, pour ce qui est de l'université, donc ici, on va parler de facultés qui sont dites contingentées. En fait, le contingentement, ce que ça veut simplement dire, c'est que la capacité d'accueil d'un programme universitaire va excéder le nombre de demandes d'admission. On a souvent le réflexe de penser seulement à des facultés comme médecine, droit, médecine dentaire. Mais dans les faits, quand on regarde les programmes à l'Université de Montréal, c'est une vaste majorité des programmes, en fait, qui sont contingentés, mais bien sûr, à différents degrés. Donc, à ce moment-là, comment vont faire les universités pour sélectionner leurs étudiants candidats? C'est sûr, la première variable qu'ils vont regarder, c'est la notion de rendement académique. Et c'est là qu'à travers les décennies, ça va grandement évoluer. Mais lorsqu'on va parler maintenant d'un programme qui est hautement contingenté, où là, finalement, la capacité d'accueil est largement inférieure au nombre de demandes, là, il va y avoir d'autres variables contextuelles qui vont être étudiées. Comme par exemple la personnalité. Quelqu'un qui veut être admis, par exemple, en médecine, l'université va chercher à voir est-ce que la personne est dotée de qualités comme, par exemple, l'empathie. Est-ce qu'elle a de la sensibilité? Quelle est sa faculté, en quelque sorte, à résoudre efficacement des problèmes? Les façons de faire sont multiples. Certaines universités vont opter pour des entrevues un peu plus formelles pour évaluer l'ensemble d'une candidature. D'autres, et c'est l'avenue depuis quelques années, vont opter pour des tests de personnalité. Un peu comme, vous avez peut-être déjà passé, des tests psychométriques pour voir quel est votre profil de personnalité. Dans d'autres facultés, comme par exemple pour aller dans des écoles de théâtre, il faut passer à travers un processus d'audition ou au niveau des beaux-arts, ça peut être le cas également dans les écoles d'architecture, par exemple, on va demander aux candidats de présenter un portfolio pour montrer les aptitudes, justement, en dessin technique, voir la créativité de la personne. Et les universités vont donc considérer, finalement, un ensemble de caractéristiques. Nous allons y revenir un peu plus tard. Mais comme la première variable, c'est la question de rendement académique, donc ça nous amène tout naturellement à ce que nous appelons la cote R. Bon, cote R, dans les faits, c'est une abréviation. Le vrai terme, c'est cote de rendement collégial, ou son acronyme CRC. Mais dire cote R, c'est un peu plus simple. Ça a été créé par Fernand Boucher, alors registraire à l'Université de Montréal, pour avoir un système de classement efficace des étudiants en fonction de leur rendement lors de leurs études collégiales. Ce fameux calcul a subi de nombreuses modifications depuis son instauration à la fin des années 1990, mais peu importe sa mouture, il y a toujours eu quand même une très, très bonne corrélation entre sa valeur numérique à l'entrée et le rendement réel de l'étudiant à l'université. Donc, progressivement, toutes les universités québécoises ont adopté cette façon de faire pour déterminer justement quel est le rendement d'un étudiant au collégial. Avant d'entrer dans la formule mathématique que je vais vulgariser le mieux possible pour vous, il faut comprendre que tout au long d'un corpus collégial, vous allez suivre bon nombre de cours. Dépendamment du programme, vous allez faire un total de cours qui va vous donner entre 56 et 58 unités de cours. Et chaque cours va vous donner 1, 2, 2,66, certains cours, même 3 unités. Donc, ça peut vous donner une idée. À chaque session, vous allez voir environ 7 cours. Et pour chacun des cours que vous suivez, vous allez avoir une cote R qui est calculée. Et c'est cette formule-là que nous allons regarder tout à l'heure. À chacune des sessions,
vous allez avoir une cotère cumulative qui va être calculée. On va vous tenir au courant un peu où vous en êtes dans votre cursus. Et lorsque vous effectuez vos demandes d'admission à l'université vers le mois de février-mars de votre dernière session, les universités vont se servir donc de la cotère moyenne, en quelque sorte, à chacune de vos 3 premières sessions. Mais dans les faits, ce n'est pas une moyenne, qui est arithmétique. Par exemple, si nous prenons la valeur de 20 et la valeur de 30, la moyenne arithmétique des deux est simplement 25, étant donné que la somme de 20 et 30 est de 50. Donc, on divise par 2, ça donne 25. C'est une moyenne qui est pondérée. Autrement dit, plus un cours comporte un nombre important d'unités, plus il va avoir de poids dans le calcul de la cotère. Donc, pour faire un exemple simple, si nous comparons un cours d'éducation physique de 30 périodes avec un cours, disons, d'anglais de 45 périodes, le cours d'éducation physique compte pour 1 unité dans le cursus. Le cours d'anglais va en compter pour 2 unités. Donc, lorsqu'on établit une moyenne pondérée, c'est que la cotère qui serait obtenue dans le cours d'anglais a un poids 2 fois plus important que celui du cours d'éducation physique. Donc, c'est une moyenne qui est pondérée au prorata du nombre d'unités. Et comme on va le voir dans la formule dans quelques secondes, il y a plusieurs variables qui interviennent dans son calcul. Or, il existe des simulateurs sur Internet. Il faut s'en méfier. En fait, aucune des variables, mis à part la note à un cours, ne peut être entrée dans le simulateur. Toutes les autres variables sont des inconnues. Donc, n'essayez pas de calculer une cotère à partir d'outils sur le web. Il faut vraiment avoir des données qui proviennent du ministère, qui sont des données officielles, qui sont des données qui ne sont pas publiques. À ce moment-là, il faut simplement attendre au début de la session suivante, lorsque le ministère, justement, nous fournit ces étalons et que nous pouvons calculer pour vous et vous diffuser votre cote R pour chacun de vos cours. Donc, la petite bête, la voici. Donc, comme je vous disais en préambule, CRC, donc cote de rendement collégial, c'est son acronyme. C'est une grosse formule mathématique. Donc, si je m'adresse ici aux parents et que vous avez fait des études universitaires, lorsque vous êtes sorti de vos études collégiales, c'était ce qu'on appelle la cote Z, qui permettait de vous classer. La cote Z, elle intervient encore dans le calcul. C'est juste qu'avec la cotère, nous la corrigeons. Bon, premièrement, qu'est-ce que la cote Z? Ou ici, j'ai indiqué avec un COLL en indice pour dire la cote Z collégiale. C'est la performance dans un cours. C'est un paramètre statistique, tout simplement, qui donne une valeur numérique nulle si vous êtes sur la moyenne, valeur numérique qui devient positive si vous êtes au-dessus de la moyenne et qui devient d'autant plus positive plus vous êtes écarté de la moyenne, et réciproquement, si vous êtes sous la moyenne, la cote Z, elle est négative. Donc, 95% du temps, elle est comprise entre moins 2 et plus 2. 100% du temps, dans le calcul de la cotère, elle est comprise entre moins 3 et plus 3. C'est un paramètre. Dans les anciennes moutures de la cote R, ce qu'on voulait faire, c'est de corriger la cote Z pour tenir compte, en quelque sorte, de la force du groupe. IFG, indice de force de groupe. L'idée de base, c'est que si on est dans une classe ou dans une institution collégiale où les étudiants sont forts, c'est certain que ça devient de plus en plus difficile de s'écarter de la moyenne. Donc, on veut avoir un facteur, entre guillemets, de bonification positive qui va corriger à la hausse la cote Z pour le cas des étudiants qui sont dans des groupes forts. Ou réciproquement, si les étudiants se trouvent dans un groupe, en général, faible, c'est plus facile de se démarquer de la moyenne. Donc, l'indice de force de groupe, à ce moment-là, serait un facteur négatif qui décoterait la cote Z. L'idée étant donc d'avoir un paramètre qui corrige à la hausse ou à la baisse de la cote Z pour tenir compte de la réalité dans la salle de classe. Lors de la dernière révision de la cotère qui a été instaurée en 2016, une des grandes modifications, c'est qu'avant, pour déterminer l'indice de force de groupe, nous prenions simplement les notes dans certains cours au secondaire. C'était les cours
obligatoire à l'obtention du DES. Et on comparait finalement les notes obtenues avec une moyenne nationale dans les faits relativement arbitraires de 75 %. Aujourd'hui, ce que l'on fait, plutôt, si vous remarquez, c'est marqué IFGZ. Donc, ce ne sont plus des notes brutes qui sont utilisées. Pour déterminer la cote de rendement au collégial et donc corriger la cote Z avec l'indice de force de groupe, nous prenons encore les matières au secondaire, mais cette fois-ci seulement les 5 matières de secondaire 4 et 5 dans lesquelles il y a des épreuves ministérielles, étant donné que ces épreuves-là permettent de corriger à la hausse ou à la baisse la note école, finalement, que l'élève a eu dans ces matières, et ça permet d'avoir finalement un étalon standardisé dans l'ensemble du réseau secondaire. Et à ce moment-là, c'est qu'on compare la performance avec la note finale ministérielle de chaque élève de la classe en fonction de la moyenne réelle qui a été obtenue dans l'ensemble du réseau scolaire québécois secondaire. Et à ce moment-là, nous avons un indice de force de groupe qui est beaucoup plus fiable qu'avant. Une autre variable qui intervient maintenant, et ça aussi c'est une nouveauté dans le calcul de la cotère, IDG, indice de dispersion du groupe. Ça n'existait pas dans les premières moutures de la cotère. C'est un deuxième facteur correctif qui sert à corriger la situation selon que vous êtes dans un groupe qu'on qualifierait de homogène, c'est-à-dire si vous êtes dans une classe qui est constituée essentiellement d'étudiants qui étaient forts au secondaire, donc ça serait homogène, ou à l'inverse, si vous êtes dans un groupe qui est hétérogène, donc si vous avez dans votre classe des étudiants très forts, des étudiants moyens, des étudiants qui ont coté plus faible aux épreuves ministérielles, donc c'est un indice qui permet de corriger également la cote Z, cette fois-ci de façon multiplicative, pour tenir compte du degré d'hétérogénéité finalement d'une classe. Et ensuite, il y a 2 autres facteurs numériques qui servent simplement à gonfler l'échelle pour avoir une valeur numérique qui est comprise entre 15 et 35, 95 % du temps. Avant de vous présenter maintenant d'autres valeurs, des valeurs numériques, juste revenir sur le concept de code Z et d'indice de force de groupe. Parce qu'on va voir un peu comment Brébeuf peut se comparer à la moyenne du réseau scolaire. Et également, quelles sont des valeurs de cotère de seuil pour certains programmes universitaires. Ce que je vous mentionnais tout à l'heure, c'est que la cote Z, c'est une cote qui mesure le rendement, votre positionnement par rapport à votre groupe. Donc, si vous êtes sur la moyenne, par définition de la cote Z en statistique, la valeur est nulle. Donc, si la cote Z est nulle, ensuite, par définition d'un groupe moyen, quel serait un groupe moyen dans l'ensemble de la province? Ça serait un groupe dont l'indice de force de groupe est également nul. Donc, 0 fois n'importe quoi donne 0, plus 0, ça demeure 0, plus 5. Donc, nous avons 5 fois 5 égale 25. Donc, d'un point de vue théorique pur, la cotère moyenne dans l'ensemble du réseau collégial devrait être de 25. Dans les faits, c'est légèrement plus élevé que 25, c'est plus aux alentours de 26, 26,5. La raison étant que souvent, lorsque un étudiant réussit mal à l'école, il peut faire autre chose que d'aller au collégial. Donc, il y a une perte d'étudiants, bien sûr, entre le système secondaire et le système collégial, qui fait en sorte que ce sont plutôt des étudiants moyens à forts qui se dirigent vers le collégial, ce qui fait que l'indice de force de groupe moyen dans l'ensemble du réseau est un peu plus grand que 0 dans les faits. Donc, prenons, disons, un 26 comme étant une valeur moyenne de cotère dans l'ensemble du réseau collégial. Si nous regardons pour les étudiants de Brébeuf, quelles sont, disons, les grandes familles de programmes universitaires les plus populaires chez nos finissants, ils ne sont pas ici classés par ordre de popularité, mais plutôt par ordre alphabétique. Ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en général, lorsqu'on a une cotère relativement moyenne, on a accès à bon nombre de facultés universitaires, tant que nous satisfaisons les critères d'admission en termes de préalable. Administration, à partir de 25, vous êtes admissible. En communication, journalisme, à partir de 22. Ingénierie,
selon la branche de génie, à partir de 24, vous êtes admissible à la Polytechnique. Psycho, sciences économiques, politiques, même chose. 22, 24, 26, vous avez accès à bon nombre d'universités québécoises. Les cas un peu plus exceptionnels, il y a droit, où là, dépendamment des universités, ça va osciller entre 30 et 33 pour pouvoir espérer être convoqué en entrevue. Médecine, 34 à 35, pardon, 33 à 35, dépendamment des universités. Et dans certains domaines des sciences de la santé, ça peut également jouer au-dessus de 34, notamment des programmes comme médecine vétérinaire, comme pharmacie, qui vont exiger des quotaires quand même passablement élevés. Là, nous parlons de facultés hautement contingentées et en général, comme je le disais tout à l'heure, lorsqu'une faculté est hautement contingentée, la quotaire est une variable, mais ce n'est pas la seule. Nous y reviendrons tout à l'heure. Donc, ce qu'il faut garder en tête là-dedans, c'est que pour bon nombre de programmes, avoir une quotaire moyenne réseau d'autour de 25-26, c'est confortable. Pour certaines facultés hautement contingentées du côté des sciences humaines, à partir de 30, c'est confortable. Ceci étant dit, je ne l'ai pas indiqué dans le diaporama, mais architecture, c'est également à partir de 30 que ça devient confortable. Il ne fait juste pas partie, disons, des programmes les plus populeux chez nos finissants. Médecine, 33-34, en quelque sorte la zone de confort. Et c'est avec ça qu'on va travailler dans les prochains tableaux. Si nous commençons par nos programmes sans sciences expérimentales, donc le DEC sciences humaines, le BI sciences humaines et arts lettres et communications. Et nous regardons en quelque sorte quelles sont les proportions de nos étudiants qui se situent dans certaines tranches de cote R. Donc, ce qui a été fait comme analyse statistique ici, c'est de prendre toutes les cohortes qui sont passées par chez nous depuis la dernière réforme du calcul de la cote R, soit les cohortes 2016, 2007 et 2018. C'est de façon volontaire que j'ai omis d'inclure la cohorte 2019, et ce pour deux raisons. La première, c'est que ce n'est pas une cohorte qui a terminé ses études collégiales. Ceux de la cohorte 2019 sont présentement à leur troisième session. Et l'autre raison, c'est qu'en lien avec la fermeture temporaire des collèges l'hiver dernier et avec l'instauration d'urgence de l'enseignement à distance dans l'ensemble du réseau collégial, il n'y a pas eu de calcul de quotaire l'hiver dernier. Donc, insérer les étudiants de la cohorte 2019 dans l'échantillon, il n'y aurait eu qu'une seule session de compléter avec un calcul de quotaire versus les trois autres cohortes qui, elles, sont basées sur les 4 sessions finalement. Donc, l'idée étant de comparer des pommes avec des pommes. Donc, au DEC sciences humaines, donc on voit que plus d'un étudiant sur 4 à Brébeuf a une quotaire supérieure à 30. Autrement dit, est admissible aux facultés de droit et admissible en école d'architecture. En lettres de communication, c'est un peu plus d'un étudiant sur 5 qui a une quotaire suffisante pour être admissible à ces programmes hautement contingentés. Au BI sciences humaines, et on va bien faire attention au BI tout à l'heure, je vais y revenir, c'est plus de 7 étudiants sur 10 qui ont une quotaire supérieure ou égale à 30. Et ensuite, c'est en quelque sorte cumulatif. Entre 27 et 30, c'est plus de 37% des étudiants. Mais si vous faites le total dans les faits, c'est que vous avez près de 60% des étudiants de Brébeuf qui ont une quotaire supérieure à 27. Donc, des quotaires qui sont supérieurs à la moyenne du réseau collégial québécois. Même principe en lettres de communication, vous avez plus de 50% des étudiants qui ont une quotaire supérieure à 27. C'est près de 95%, voire même 96% des étudiants du BI qui ont une quotaire supérieure à 27. Et même principe, mais même si on descend jusqu'à 24, on se rappelle qu'à 24, en sciences humaines, vous avez accès à l'économie, vous avez accès à la science politique, vous avez accès à certaines écoles d'administration. Donc, vous voyez que les quotaires sont vraiment très, très, très bonnes chez les étudiants de sciences humaines, dans la communication ou du BI sciences humaines, pour ouvrir toute une panoplie de portes à l'université. Et dans le bas du tableau, vous avez finalement la valeur moyenne de la quotaire pour ce qui est de l'ensemble des étudiants de chacun de ces 3 programmes. Donc, ça c'est entre 27,3 et 31,6. Donc, la moyenne.
Pour ce qui a trait à droit, comment Brébeuf se compare maintenant à l'ensemble du réseau collégial? Bon, ici, toujours dans l'esprit de comparer des pommes avec des pommes, nous sommes situés à Montréal. Nous allons donc nous comparer avec l'ensemble du réseau montréalais. Mais au niveau des universités, celles qui ont été considérées, ce sont toutes les universités québécoises qui offrent programme de droit. Donc, bien sûr, l'Université de Montréal, l'Université McGill, il y a aussi l'UQAM à Montréal. S'ajoute à cela l'Université de Sherbrooke et finalement l'Université de Laval. C'est certain que dans tous les collèges et cégeps, la majorité des étudiants vont rester sur l'île de Montréal, mais quand même, on tient compte de l'ensemble des données pour ce qui est des universités au Québec. Ce que vous avez complètement à droite, c'est ce qu'on appelle la taille moyenne annuelle des cohortes. Autrement dit, si on prend les 7 dernières cohortes qui sont sorties du système collégial, quelle était la taille moyenne de chacune d'elles? Donc, Brébeuf, on a, bon an, mal an, 700 à 800 nouveaux étudiants à chaque session d'automne. Donc, la moyenne sur les 7 dernières années est de 737. Si vous comparez avec les autres institutions collégiales, vous avez là-dedans, évidemment, des très gros cégeps. Dans le collège numéro 2, des cohortes de plus de 1200 en moyenne. Collège numéro 3, des cohortes de plus de 1900. Il y a aussi des collèges privés. Donc, on voit que Brébeuf, finalement, est une institution de taille moyenne, si on se compare aux autres. Il y en a des plus petits que nous, il y en a des plus gros que nous. Mais lorsqu'on compare les nombres de nos étudiants qui se retrouvent effectivement sur des sièges de classe en faculté de droit, notre moyenne annuelle est de 45 étudiants. Évidemment, ce chiffre-là va être supérieur à ce que vous retrouverez dans nos brochures programmes, étant donné que dans nos brochures programmes, nous avons isolé pour chacun des programmes. Mais au cumulatif, qu'un étudiant soit passé par arts et lettres, le BI sciences humaines, le DEC sciences humaines et pourquoi pas sciences lettres et arts, sciences de la nature, 45 de nos étudiants à chaque année se retrouvent en faculté de droit. Remarquez comment les compétiteurs se comparent à nous. Les deux compétiteurs suivants ont une capacité d'étudiants largement supérieure à la nôtre et pourtant, on tronque pratiquement d'un facteur 2 à la baisse en termes de nombre d'inscriptions en faculté de droit. Et si on prend les 3 derniers, qui sont peut-être de taille un peu comparable à Brébeuf, mais encore une fois, c'est la moitié divisé par 2,5 environ. Donc, nous envoyons vraiment beaucoup de nos finissants en faculté de droit. Qu'est-ce qu'il y en est maintenant de nos programmes avec sciences? Donc, à ce moment-là, le seuil un peu plus intéressant, c'est de 34 pour avoir accès aux écoles de médecine. Donc, au DEC sciences de la nature, bon, dans le tableau, on est aux environs de 1 étudiant sur 4 qui a une quotaire de 34 et plus. Mais si nous isolons en fait les étudiants exclusivement du profil sciences de la santé, étant donné que c'est dans ce profil-là qu'on retrouve les cours préalables supplémentaires aux écoles de médecine, c'est 27% en fait des étudiants de sciences de la nature qui ont une quotaire de 34 et plus. Ce chiffre monte à près de 40% en sciences lettres et arts et atteint presque 45% au BI sciences de la nature. Et si on descend, ensuite à 30 et plus, on rajoute un autre étudiant sur 3 en sciences de la nature, un autre étudiant sur 2 en sciences lettres et arts et un autre 40% pour le BI sciences de la nature. Les quotaires sont excellentes dans les programmes de sciences. Ils oscillent en moyenne entre 31 et 33,5 environ, dépendamment du programme. Comment ça se traduit au niveau des inscriptions en médecine? Donc, cette fois-ci, lorsque nous comparons les tailles moyennes des cohortes, nous considérons seulement les programmes collégiaux scientifiques, étant donné la question des préalables universitaires. Donc, encore une fois, Brébeuf est loin d'être le plus gros. On est environ dans la moyenne. Ce sont les mêmes compétiteurs qu'on retrouve ici que nous retrouvions précédemment. Donc, des cégeps, francophones, anglophones, des collèges privés, francophones, anglophones. Et on se retrouve encore en haut du palier. Au niveau des universités, ce sont les mêmes que tout à l'heure, sauf l'UQAM qui n'offre pas le programme de médecine. Donc, nous envoyons en moyenne plus de 37 de nos finissants en médecine à chaque année, et ce, en moyenne, depuis 7 ans.
Remarquez le compétiteur qui nous suit, c'est un collège qui est environ 25% plus gros que nous en termes de capacité d'accueil dans les programmes de sciences. Il y a environ un tiers de moins d'inscriptions en faculté de médecine. Et par la suite, vous voyez comment ça se décline dans les autres écoles et collèges. Il faut bien faire attention à bien interpréter ces chiffres. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on va être admis dans les facultés contingentées? Oui, ça prend a priori une bonne cotère. Il faut être capable de bien performer. Bien performer, c'est le critère fondamental. Certains collèges vont vous vendre des programmes en disant que parce qu'ils acceptent seulement des étudiants forts, ça bonifie la cotère. C'est un beau discours strictement basé sur le marketing. Le calcul de la cotère, je vous l'ai montré tout à l'heure. Oui, il y a un facteur indice de force de groupe qui vient corriger la cote Z. Il y a un facteur indice de dispersion qui vient également corriger la cote Z pour tenir compte du degré d'homogénéité ou d'hétérogénéité d'une classe. Mais il n'y a pas d'effet magique. Ce que les chiffres montrent, c'est que si vous avez en moyenne, prenons simplement le cas de Brébeuf, des cotères moyennes supérieures au BI versus le DEC, ce n'est pas parce qu'il y a une formule magique miracle qui fait en sorte que, se retrouvant dans un programme avec des étudiants plus forts, votre cotère s'en trouve bonifié. Ce n'est pas vrai. Le nouveau calcul, il a un comportement vraiment linéaire. Comment vous vous positionnez, votre rendement, indépendamment de votre groupe, la valeur de la cotère représente vraiment votre force académique. Si la cotère moyenne est supérieure au BI, c'est simplement que les indices de force de groupe sont supérieurs au BI. C'est normal que la cotère moyenne au BI soit supérieure à celle du DEC parce que, en moyenne, au BI, on retrouve davantage d'étudiants forts qu'au DEC. Ce qu'il faut comprendre de ce calcul, c'est que si on va au BI, on n'est pas avantagé, mais on n'est pas désavantagé non plus. La seule chose qui va nous avantager réellement dans un programme d'études, c'est si on y est heureux, que la structure du cours nous convient, que les contenus de cours nous conviennent, qu'il y a des mesures d'accompagnement qui vont faire en sorte qu'on va être capable de bien réussir dans nos cours, et c'est tout. Il n'y a pas de petits bonus autres associés au calcul. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que Brébeuf envoie tant de monde en faculté hautement contingentée? On a des étudiants qui sont très motivés. Nous avons des professeurs qui sont très disponibles. Si on compare la charge de nos professeurs avec l'ensemble du réseau, nos professeurs enseignent en général à un groupe de moins que dans le réseau collégial pour faire en sorte qu'ils sont davantage disponibles pour apporter de l'aide à l'ensemble des étudiants. Il y a toute une panoplie de structures, mais au-delà de la cotère, quand on pense à l'ensemble du processus que j'ai décrit au début, où il peut y avoir des processus d'entrevue, il peut y avoir des lettres de motivation, il peut y avoir des tests de personnalité. Comment on prépare maintenant les étudiants finissants dans leur processus d'admission universitaire? Nous avons deux de nos aides pédagogiques qui sont formées en information scolaire et professionnelle. Au prorata, nos aides pédagogiques sont 3 fois plus disponibles que dans le reste du réseau, étant donné du ratio aide pédagogique versus le nombre d'étudiants qu'elles vont, en quelque sorte, chapeauter. Elles sont donc plus disponibles, elles sont aptes à donner une approche personnalisée. À titre informatif, ce n'est pas le but de la présentation d'aujourd'hui, mais on prend l'exemple aussi des étudiants qui veulent aller étudier hors Canada. Nous en avons 4 qui veulent aller étudier en Angleterre. Madame Rochefort, qui parraine donc les études à l'international, a converti Brébeuf en un centre de passation des examens UK, qui sont les examens d'admission pour accéder à Oxford et à Cambridge. Donc, on peut donner à nos étudiants, justement, un service aussi personnalisé. Et nous avons une équipe qui organise plein d'activités. En janvier, il y a ce qu'on appelle les soirées médecine et droit. Autrement dit, lors d'une soirée, nous avons des anciens étudiants qui sont présentement en école de médecine et qui viennent s'adresser à nos finissants pour bien leur expliquer le processus d'admission, comment bien mousser leur candidature pour être capable de se démarquer du lot. Même principe le lendemain, alors que ce sont des étudiants qui sont en faculté de droit. C'est chapeauté par la direction des études. Mais il y a également des journées, des soirées carrières avec des anciens étudiants qui servent
de mentorat qui servent à orienter les étudiants. Et plusieurs instances en organisent. Plusieurs programmes d'études font des journées d'anciens, que ce soit en lettres de communication. Il y a des midi-carrières en sciences de la nature. Sciences Intérieures fait également une soirée des anciens. En sciences humaines, ça s'instaure dans la journée sciences humaines. L'Association des anciens en organise une également. De mémoire, c'était hier soir qu'a eu lieu leur soirée carrière. Et lors de cette soirée carrière également, ils font des ateliers de simulation de Casper et de MEM. Que sont ces deux tests? Le Casper, c'est le nouveau standard en termes de tests de personnalité. L'Université de Montréal s'en sert, en fait, toutes les universités francophones, McGill aussi s'en sert pour mesurer, donc, en quelque sorte, la personnalité des étudiants. Ce que sont les MEM, ce sont donc les mini-entrevues multiples. C'est la forme d'entrevue qui est maintenant utilisée par les universités francophones, alors que McGill va plus utiliser des entrevues formelles. Et ils utilisent une approche un peu quantitative où ils vont mixer, et dépendamment des universités, les formules vont varier, mais ils vont faire une formule qui mixe la cotère, les résultats au test Casper, et ensuite, pour ceux qui vont avoir passé l'étape des entrevues, tenir compte donc du résultat aux entrevues ou aux mêmes. Donc, au-delà de la cotère, nous accompagnons donc nos étudiants dans leur processus d'admission à l'université et c'est fort possiblement l'ensemble de ces paramètres qui font en sorte que nos étudiants se démarquent tant par rapport à la masse. Donc, je vous remercie de votre attention. Donc, maintenant, M. Fontaine va étudier le clavardage pour voir si vous avez des questions. Oui, Simon, merci pour la présentation. C'était fort intéressant. C'est toujours bon d'avoir un rafraîchissement sur la cotère. Donc, première question qui, en fait, a été très populaire dans différentes formes, mais en fait, s'exprime de différentes manières, mais tourne autour un peu de la même question. Comment les universités feront-elles pour utiliser la cotère comme il n'y a pas eu d'examen de secondaire 4 à cause de la pandémie? Oui. Donc, j'avais posé la question à BCI. BCI, c'est le Bureau de coopération interuniversitaire. Donc, ce sont eux, en quelque sorte, qui régissent la cotère, qui vont donner des recommandations au ministère sur ce qui est le plus souhaitable de faire. Donc, oui, pendant 2 ans, nous allons avoir un régime, en quelque sorte, de transition, étant donné que il n'y a pas eu d'épreuve ministérielle en secondaire 5, puis il n'y en a pas eu en secondaire 4. Donc, pendant 2 ans, nous allons avoir des étudiants qui vont passer par le collégial, qui leur manquent leurs épreuves ministérielles. La seule façon de corriger un peu la donne, ça ne sera pas parfait, mais ça sera quand même mieux que c'était avant. C'est que pour l'année où il y a eu des épreuves ministérielles, bien, ça sera bel et bien la note finale ministérielle qui va être comptabilisée pour déterminer la portion de cette année-là. Mais pour l'année où il n'y a pas eu d'épreuves universitaires, d'épreuves ministérielles, ça sera uniquement les notes écoles qui vont être utilisées pour déterminer, encore une fois, la cote Z, mais en tenant compte de tous les résultats, encore une fois, du réseau scolaire, quelles ont été finalement les notes qui sont dans le système au ministère. Donc, une portion calculée vraie et l'autre portion qui aura simplement des résultats fractionnaires dedans. Merci, Simon. Prochaine question. Je ne sais pas si c'est possible d'apporter peut-être un complément d'information, mais il y avait une question qui était assez générale. Quelles sont les statistiques des admissions finissant du collège dans les facultés contingentées? Là, on a pris 2 exemples en médecine et en droit. Je ne sais pas si tu es en mesure d'offrir peut-être un complément d'information par rapport à d'autres facultés. Il faut vraiment aller voir dans les brochures programmes. Dans les brochures programmes, on vous montre d'autres valeurs numériques. Donc, combien vont aller en biologie médicale, combien vont aller en physiothérapie, en médecine dentaire, en pharmacie. Si j'ai vraiment insisté plus sur le droit et médecine, c'est que ce sont vraiment les programmes les plus populaires chez nos jeunes. Donc, quand les gens rentrent dans Brébeuf, ils rêvent de droit, ils rêvent de médecine, c'est leur aspiration. Et c'est de voir finalement quelle est la réalité
à la fin du corpus collégial. Mais on se démarque bien. Il y a moins d'intérêt pour la pharmacie, mais à chaque année, compte tenu de nos bonnes statistiques de Cotter, nous avons quand même plusieurs étudiants qui vont aller en pharmacie. Mais ça ne se dénombrera pas en dizaines. Ça va peut-être être de l'ordre de 5, 6, 7 étudiants, mais ceux qui veulent y aller vont pouvoir y aller. On se démarque bien. D'accord. Prochaine question. Combien d'étudiants admis dans les universités québécoises en médecine ont été admis à McGill? Donc, sur les 37, si on filtre ça par université, la première chose, c'est que par rapport aux universités hors Montréal, à Brébeuf, c'est très, très faible. C'est presque du bruit. C'est de l'ordre de 3 ou 4 étudiants seulement sur les 37 qui vont avoir fait médecine à Sherbrooke ou à Laval. Alors que dans d'autres collèges compétiteurs, surtout au niveau des cégeps, la proportion qui vont aller à Sherbrooke ou à Laval, elle est beaucoup plus importante par rapport à leur nombre d'inscriptions. Donc, sur les 37, considérez facilement qu'un 33 reste sur l'île de Montréal. Et comment ça va se filtrer, bon an, mal an? Environ le 2 tiers va opter pour l'Université de Montréal, environ 1 tiers va opter pour l'Université McGill. La chose qu'il faut comprendre ici, c'est bien sûr le créneau linguistique naturel. Si on regarde l'ensemble de nos finissants, il y en a plus de 1 sur 2, tout programme confondu, qui va opter pour l'Université de Montréal. Environ 1 sur 5 va opter pour l'Université McGill. Environ 1 sur 10 pour Concordia, 1 sur 10 pour l'UQAM. Donc, 90% de nos jeunes restent sur l'île de Montréal. Forte majorité dans le réseau francophone, c'est normal, c'est le créneau linguistique, mais quand même, 30% vont opter pour le réseau anglophone et environ 10% vont sortir de l'île de Montréal, voire même aller à l'étranger pour leurs études universitaires. Donc, c'est naturel, dans ces statistiques-là, de voir qu'il y a environ 2 fois plus d'étudiants qui vont opter pour l'Université de Montréal que pour l'Université McGill, mais quand même d'avoir 10, 12, 15 inscriptions en médecine à McGill, c'est énorme. Il y a un seul collège qui offre des chiffres comparables pour McGill. Et pour ce qui est des autres, ben c'est 1, 2, 3 inscriptions. Donc, même pour McGill, qui n'est pas le créneau linguistique naturel, il y a beaucoup de nos jeunes qui s'y retrouvent. C'est vrai également pour ce qui est de la faculté de droit. D'accord. Prochaine question. La passation d'examen pour aller dans une université au Royaume-Uni est-elle seulement offerte aux élèves du baccalauréat international? Non, mais même ceux qui ont un DEC peuvent faire ces examens. D'ailleurs, à ma connaissance, les 4 étudiants qui vont passer les examens, je pense que c'est la semaine prochaine, ils sont tous de programme de DEC. D'accord. Prochaine question. Est-ce que le type de personnalité est très important quand on fait une admission? Est-ce qu'une personnalité ou une personne qui a un profil artistique peut entrer dans un programme scientifique? Là, ce que vous parlez, je vais quand même un peu répondre en 2 temps. Une personne qui ferait un programme strictement artistique au collégial, le problème, c'est qu'il n'aura pas forcément les cours préalables pour aller en sciences à l'université. Bon, ceci étant dit, il y a des exceptions, comme par exemple l'École polytechnique, tant et aussi longtemps que vous avez les mathématiques qui sont faites, et en arts et lettres, vous pouvez faire des mathématiques en cours complémentaire, il n'y a pas de souci. Il peut peut-être s'ajouter 1 ou 2 cours de sciences qui est possible de faire en cours d'été. Ils vont juste exiger une cotère un peu plus élevée. Quelqu'un qui aurait un DEC ou un BI en sciences, une cotère de 24, c'est correct. Quelqu'un qui sortirait avec un DEC non scientifique, ils vont exiger peut-être une cotère de 27 ou 28, plus les préalables pour être capable d'être admis en école de génie. Si on parle plutôt de quelqu'un qui est très artistique au secondaire et qui veut faire sciences de la nature au collégial, il n'y a pas de grande famille de personnalités. Tout le monde est bienvenu. Tout ce qui importe, c'est d'avoir les cours préalables, c'est-à-dire d'être inscrit présentement au cours de chimie et de physique en secondaire 5 et de passer soit par le parcours technico-sciences ou sciences naturelles pour ce qui est des mathématiques. Donc, c'est juste une question de préalable. Et à ce moment-là, si vous avez votre moyenne générale de 75 %,
et que vous atteignez votre seuil de 72 dans les cours scientifiques, oui, vous pouvez venir facilement dans un programme scientifique et je vous encouragerais même à aller explorer du côté du programme de sciences, lettres et arts, qui est un programme dans lequel il y a suffisamment de cours de sciences pour être admissible à la quasi-totalité des programmes universitaires scientifiques, mais dans lequel le nombre de cours de sciences qui, en quelque sorte, sont tronqués, et pour faire place à des cours de sciences humaines et pour des cours d'art, justement, autant d'art visuel que du théâtre, que l'histoire de l'art. Donc, ça peut être une avenue mixte très intéressante pour quelqu'un qui aurait une personnalité beaucoup plus créative. Prochaine question. Est-ce que le BI permet d'avoir une meilleure cotère que le DEC en sciences de la nature? C'est pas qu'il permet d'avoir une meilleure cotère. Et je vais encore vraiment bien marteler le discours ici. C'est que si vous allez au BI, parce qu'il attire en général une plus grande proportion d'étudiants plus forts, parce que c'est un programme qui est plus exigeant, parce que ça peut représenter un défi intéressant de se mesurer à des épreuves de standard international, il y a davantage d'étudiants forts qui se dirigent naturellement vers le BI. Ceci étant dit, c'est vrai également en sciences, lettres et arts. Si les cotères sont plus élevés dans ces programmes, c'est exclusivement parce qu'il y a justement une plus forte concentration d'étudiants forts qui fait en sorte que les indices de force de groupe sont plus élevés, les groupes sont plus homogènes et les facteurs correctifs font en sorte que l'étudiant n'est ni bonifié, mais ni pénalisé de se retrouver dans un programme qu'on caractériserait de plus fort. Si c'est le programme qui lui convient, parce que les cours l'intéressent davantage, qu'il y a une belle diversité de cours en fonction de sa personnalité, de ses intérêts, ça, c'est la formule gagnante, parce que c'est ça qui va assurer que l'étudiant va bien performer dans ce programme. Et l'inverse est vrai. Aller vers le DEC Sciences Nature ou vers le DEC Sciences Humaines, si la personne cherche à avoir une plus grande diversité au niveau des cours de sciences humaines et de faire un corpus avec mathématiques, sans souci, il faut vraiment choisir son programme pour qu'on y soit bien. Et c'est là qu'on va être motivé et qu'on va bien réussir et avoir la meilleure cotère possible. Il n'y a pas d'effet magique à se retrouver dans des programmes dits plus forts, mais il n'y a pas d'effet pénalisant non plus. C'était le cas dans l'ancienne cotère, et c'est pour ça qu'il y a 4 ans et plus, les universités appliquaient une bonification aux étudiants qui sortaient de sciences, lettres et arts ou du BI. Dans les faits, ce n'était pas une bonification, c'était une surcote qui permettait de corriger les iniquités de l'ancien calcul. Mais avec le nouveau calcul, tout ça est corrigé naturellement. Prochaine question. Est-ce que Brébeuf envoie plus d'élèves en médecine que d'autres collèges privés? Sur l'île de Montréal, nous sommes numéro 1, autant au niveau des collèges privés que des cégeps. Là, vraiment, les 5 poursuivants que je vous ai montrés dans le tableau, autant en médecine qu'en droit, ce sont tous des collèges et cégeps de l'île de Montréal et ce sont vraiment nos compétiteurs immédiats. Pas géographiquement, vraiment, qui sont les autres collèges et cégeps qui envoient beaucoup de monde en faculté hautement contingentée. On a vu que la plupart étaient plus gros que nous, mais tout le monde est à la remorque de nous. Il n'y a personne sur l'île de Montréal qui envoie plus de monde en médecine et en droit. Dans l'ensemble de la province de Québec, il n'y a personne qui envoie plus de monde en droit. Il n'y a qu'un très gros cégep dans la région de Québec qui envoie davantage d'étudiants en médecine. Mais dans une région où il y a beaucoup moins de compétition, où il y a beaucoup moins d'institutions collégiales. Prochaine question. Est-ce que le bénévolat est important pour le dossier pour des demandes dans des facultés contingentées? Particulièrement à McGill. L'Université de Montréal, eux, vont donner un poids plus important au test Casper. La façon de monter un dossier, dépendamment si vous appliquez dans le réseau francophone ou à McGill, ça va différer. D'où l'importance là, dans votre préparation d'assister aux soirées médecine. C'est là vraiment que nos étudiants gradués vont pouvoir vraiment vous guider dans le processus. Mais à la base, oui, c'est quelque chose qui est très important, surtout dans les facultés de sciences santé. C'est vrai en médecine, mais dans toutes les autres branches pratiquement, où vous devez interagir finalement avec des patients. Aller chercher cette sensibilité, cette empathie est important. Et le bénévolat est une des formes les plus parlantes, finalement, pour développer ces qualités-là au niveau de la personnalité. Donc oui, c'est important et c'est recherché.
Et là aussi, je n'en ai pas parlé de toute l'équipe de la vie étudiante et communautaire, mais nous avons de nombreux partenaires pour effectuer du bénévolat. François Morissette effectue un travail colossal pour chapeauter bon nombre d'activités parascolaires, mais également le service à autrui dans la communauté. Donc là également aussi, il y a un suivi qui est fait pour vous aider dans ce processus. Prochaine question. Y a-t-il des étudiants de Brébeuf dans les universités bien classées mondialement? Oui. Règle générale, si on compte tous ceux qui vont aller étudier à l'étranger, habituellement, on a assez de nos 10 doigts pour compter les étudiants. Cette année, je vous dirais que c'est peut-être une cohorte particulièrement motivée à aller à l'étranger. Je vous ai parlé des 4 étudiants qui vont passer incessamment les tests pour les universités en Angleterre. Il y a également 4 étudiants qui ont manifesté, 4 ou 5 qui ont manifesté leur intérêt pour aller étudier aux États-Unis. Et dans nos plus illustres finissants, moi-même, je suis un ancien professeur. Un de mes anciens est allé étudier à Harvard. Il travaille encore. Au bac international, parfois, il y a des voyages organisés dans la région de Boston où ils vont se promener justement à Harvard. Et c'est Adrienne Verrez qui les accueille. Nous en avons qui vont passer par le MIT. À Oxford, à Cambridge, nous en avons également. Donc, oui, il y en a qui se retrouvent avec des scholarships là, dans des universités très prestigieuses. D'accord. Une question un peu plus pointue qui est liée, dans le fond, aux admissions. Donc, j'inviterai la personne qui a posé cette question-là à porter une attention particulière à notre programmation. Il y aura, dans le fond, une présentation sur l'admission au collégial, étant donné que la question porte sur l'admission au collégial. Maintenant, de retour à des questions sur la cotère. Quand vous parliez de la cotère du DEC du Sciences de la santé, avez-vous inclus ceux qui étudient dans le DEC, mais Sciences de la santé version Eureka? Oui, ils font partie du lot. C'est vrai que j'ai parlé au singulier, mais dans le tableau, je l'avais bien accordé au pluriel. En termes de nombre d'étudiants, toutefois, c'est un petit peu le village de Gaulois. Nous avons une classe de sciences santé Eureka. C'est simplement, c'est pas que c'est contingenté, c'est le type d'approche pédagogique qui va attirer un nombre plus restreint d'étudiants, versus environ 7 groupes de DEC réguliers. Donc, nous avons un total de 7 à 8 classes de sciences de la santé au DEC, donc environ une en Eureka et 6 à 7 DEC réguliers. Et ce sont l'ensemble des étudiants. Et également ceux qui font sciences de la santé dans le programme du double DEC avec musique à l'école de Vincent d'Indy. Donc, tout le monde est considéré dans les statistiques. D'accord. Prochaine question. Si j'ai bien compris dans vos explications concernant la cotère en contexte de pandémie, il sera moins favorable d'aller dans un cégep où les élèves sont plus forts pour obtenir une bonne cotère. Ça ne sera pas moins favorable. En fait, ce qui fait qu'un indicateur est fiable, parce qu'il faut comprendre que la cotère, dans toutes les moutures qu'elle a eues, il y a des analyses statistiques qui ont été faites sur des dizaines de milliers d'élèves du secondaire passant par le réseau collégial. Quand une statistique est plus ou moins fiable, donc vous avez tous fait, plusieurs, vous avez fait des cours de sciences expérimentales au secondaire, vous avez un graphique qui va se traduire par ce qu'on appelle un nuage de points. Lorsqu'une relation est plus ou moins fiable du point de vue statistique, c'est que vous avez des points qui apparaissent un peu partout dans le graphique et vous avez une droite de tendance qui passe en plein milieu. Mais vous avez des points qui sont au-dessus de la droite, des points qui sont en dessous de la droite. Mais plus la statistique est fiable, plus votre distribution de points va être resserrée sur la droite. Dans la dernière mouture de la cotère, en tenant compte vraiment des codes Z, en prenant les valeurs ministérielles, donc des épreuves standardisées dans l'ensemble du réseau, on s'est rendu compte que la distribution des points était genre 10 fois mieux qu'avec l'ancienne mouture de la cotère. Presque tous les points expérimentaux étaient sur la droite théorique. La dispersion, elle est très, 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 très faible. Ceux qui mangent du Excel, là, le coefficient R carré là, est de 0.999 quelque chose. Là. Ce qui va arriver avec les 2 prochaines cohortes, c'est juste que la distribution de points va s'écarter
un petit peu plus de la courbe théorique. Ça ne sera pas aussi dispersif que ce l'était avant. Ça va encore être bien près de la courbe, juste moins parfait comme correspondance avec ce qu'on devrait obtenir en théorie. Mais elle va être encore très fiable et plus fiable qu'elle l'était avant la réforme de la cotère. Et ce que j'ai oublié de vous mentionner quand je vous ai présenté les données, lorsque nous accédons aux inscriptions aux différents programmes universitaires, nous passons par les données, encore une fois, du BCI, le Bureau de coopération interuniversitaire. Et nous avons toujours ces données un an après. Donc, la dernière cohorte, en fait, universitaire accessible était celle de l'automne 2019. Donc, si on recule de 7 ans en arrière, donc automne 2019, 2018, 2017 à l'université, plus 4 autres années. Donc, vous voyez comme ça à rebours. Mais dans les faits, les premiers étudiants qui sont sortis avec la nouvelle mouture de la cotère sont ceux qui ont commencé leurs études collégiales en 2016 et qui sont donc entrés à l'université à 2018 seulement. Sur les 7 années que je vous ai présentées, 2 seulement sont avec la nouvelle mouture de cotère, 5 avec l'ancienne mouture, dans laquelle, je vous disais, il y avait même des iniquités qui pénalisaient un peu les étudiants qui étaient dans les programmes forts. Donc, même malgré ce biais dommage, on est quand même numéro 1. Seulement 2 années sont comme bonifiées avec la nouvelle formule. Donc, quand même que pour 2 cohortes, il y a 50%, disons, de l'indice à force de groupe qui est un peu moins, appelons-le, prix juste, étant donné qu'on n'aura pas les épreuves ministérielles, ça ne sera pas pénalisant du tout. N'oubliez pas que les chiffres remontent à bien avant cette refonte de la cotère. OK, prochaine question. Il en reste quelques-unes. Est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont les statistiques quant aux universités fréquentées après le collégial de Brébeuf? Donc, c'est sûr que peut-être pas toutes les statistiques de mémoire, mais peut-être un portrait général. Oui, je les sais quand même assez bien de mémoire. C'est plus de 52% pour l'Université de Montréal. C'est près de 19% pour l'Université McGill. Vient en troisième position l'UQAM à un peu plus de 11%. Concordia, un peu plus de 9%. Donc, plus de 90% de nos jeunes donc, sont distribués sur l'île de Montréal dans l'une des 4 grandes universités. Et par la suite, c'est là que ça va se saupoudrer pour ce qui est du reste. Entre Sherbrooke et Laval, à peu près moitié-moitié, et environ une dizaine d'étudiants qui vont quitter le Québec, soit pour aller en Ontario, ailleurs au Canada, aux États-Unis, en Angleterre. D'accord. Prochaine question. Est-ce qu'il y a la possibilité de faire des cours supplémentaires pour essayer d'améliorer ses notes? Faire les cours supplémentaires, c'est qu'il y a quand même des limites. Tout ça est réglementé, en fait, dans le règlement sur le régime des études collégiales. On ne peut pas dépasser un certain montant d'unités. Donc, ce qui est toujours possible de faire quand quelqu'un, en fait, est très motivé, moi, à l'époque où je suis passé au cégep, j'aurais pu faire ce qu'on appelait le DEC intégré en quelque sorte, c'est-à-dire tous les cours de sciences et du profil sciences pures et du profil sciences de la santé. Mais pour ne pas dépasser le maximum permis par la réglementation, c'est qu'à ce moment-là, ce sont les cours complémentaires qui vont y passer. Donc, c'est que les cours supplémentaires qui voudraient être faits prendraient la place de cours complémentaires. Et là, à ce moment-là, ça serait permis et ils pourraient rentrer donc dans le calcul de la cotère. Mais ça, c'est à voir au cas par cas. C'est à discuter avec l'aide pédagogique individuelle. D'accord. Est-ce que les programmes sont contingentés au HEC? HEC, ce l'est. Ce n'est pas hautement contingenté. Pour les HEC, une cotère habituellement à partir de 26-27, là, vous êtes bien confortable pour y entrer, même qu'ils sont plus généreux pour les étudiants qui sortiraient soit avec un bac international ou avec un programme de sciences de la nature. D'accord, une question du même type. Est-ce que les baccalauréats en commerce sont très contingentés? Au bac international, baccalauréat, pardon, à l'université? Oui, baccalauréat en commerce. Ce n'est pas
ultra contingenté, mais oui, si on compare, disons, les HEC avec l'école John Molson va avoir un seuil de cotère un peu plus élevé. Donc là, il faut peut-être plus viser une cotère de l'ordre de 29-30 pour pouvoir entrer dans l'école John Molson, par exemple. OK. Une question, je crois que c'est assez similaire. Deux personnes ayant la même cotère, l'un dans un DEC et l'autre au BI. Est-ce que un ou l'autre sera plus avantagé lors de sa demande d'admission dans les universités? Je vais répondre à deux temps. La première réponse, c'est non, dans le sens où l'université ne regardera pas le programme. Va s'assurer qu'en ayant passé par le BI, il faut que ça soit dans un cursus sciences santé pour avoir tous les préalables de biologie et de chimie. Mais nonobstant cette vérification-là supplémentaire, qui est faite aussi pour les étudiants du DEC, s'assurer qu'ils ont le deuxième cours de bio et le troisième cours de chimie. En cotère égale, candidature égale. Ce qui va différencier deux candidats, c'est le reste du dossier. Le CV, l'entrevue, test de personnalité. Ce qui est important, ça a été une question un peu au départ sur la place du bénévolat, pour ne nommer que cet exemple, c'est que c'est important de s'investir dans les activités autres lorsqu'on veut avoir accès à des facultés qui sont hautement contingentées. C'est vrai en médecine, c'est vrai en droit, ceci étant dit. Ce qui arrive au BI, c'est qu'à cause du volet CAS du programme, ces activités de bénévolat et d'activités parascolaires sont obligatoires. Donc, parce qu'on a l'obligation de le faire, même si ça ne nous tente pas, il faut le faire. Parce que sans le programme CAS, on ne peut pas avoir son BI. À l'inverse, au DEC, il y a, ceci étant dit, une aussi vaste, voire plus panoplie d'activités qui s'offrent à l'étudiant, mais il faut aller chercher la motivation de les faire. Donc, en ce sens, est-ce que le BI offre un léger avantage? Peut-être oui, étant donné que l'étudiant doit absolument faire ces activités, alors qu'au DEC, il faut se motiver à les faire. Mais dans les deux cas, on a des étudiants qui s'investissent. L'année passée, les étudiants qui sont sortis d'ici avec les meilleurs cotères dans le top 5, 4 étaient en sciences de la nature, 2 ont une cotère de presque 40, avec des implications parascolaires et de bénévolat vraiment à tout casser. Là. Donc, c'est important là, de s'investir personnellement également lors de ce processus. D'accord. Il reste encore quelques questions. Une personne fréquentant un cégep, donc de ce que je comprends, un cégep public, comparé à quelqu'un qui est dans un collège privé, est-ce que cette personne qui fréquente le cégep est défavorisée? La réponse, elle est indirecte. La cotère, la façon dont je vous en parle depuis tout à l'heure, elle est essentiellement théorique. Seulement vers la fin, là, j'ai commencé à inclure le facteur humain. Comment l'accompagnement des aides pédagogiques et des conseillers en information scolaire peut vous aider à améliorer votre performance scolaire et à vous guider dans votre processus d'admission, comment bien mousser votre dossier de candidature. De la même façon, tout l'accompagnement qui est fait par les profs aide à avoir des professeurs disponibles. C'est une mine d'or pour bien réussir ses cours. Nous avons des centres d'aide également, où dans les faits, c'est démontré statistiquement, là, même à force égale à l'entrée, les étudiants de Brébeuf réussissent mieux. Les pourcentages de réussite sont meilleurs. Le taux de diplomation en durée requise de 2 ans est largement meilleur que dans le réseau parce que nous avons la structure et les plateformes d'accompagnement. C'est en ce sens qu'un étudiant qui passe par un cégep est désavantagé. Les classes sont plus populeuses, les professeurs enseignent à davantage de groupes, les aides pédagogiques doivent superviser 2 à 3 fois plus d'étudiants qu'ici au collège. C'est impossible de pouvoir bénéficier du même accompagnement dans un cégep public. Un étudiant qui est très fort, qui est autonome, qui est autodidacte, dans les faits, lui, peu importe le contexte, peu importe le collège, il va tirer son épingle du jeu. Mais de se retrouver aussi dans un bassin où les gens sont motivés aux études, ça crée un effet d'émulation positif aussi dans la motivation pour les études. Donc, il y a tout un paquet de facteurs humains qui sont très, très difficiles à quantifier, mais qui ont leurs effets. Et ça aussi, ça joue beaucoup dans le fait qu'on tire largement notre épingle du jeu en ce qui est trait au taux d'admission en faculté hautement contingentée. D'accord. Juste pour informer les gens, j'ai fermé la question-réponse parce qu'on pourrait y passer
de nombreuses heures. Il reste 6 questions auxquelles on va répondre avec beaucoup d'attention. On vous remercie pour toutes ces bonnes réponses, ces bonnes questions-là auxquelles mon collègue M. Gervais répond avec une attention. Donc, prochaine question. On a des variantes aux questions, mais je pense que c'est des précisions qui vont être appréciées malgré tout. On prend l'exemple que on dit « Comme les étudiants de Brébeuf proviennent d'écoles plus exigeantes, ne seront-ils pas pénalisés versus des étudiants qui se retrouveraient dans les cégeps en région où les écoles secondaires étaient moins exigeantes, meilleures notes des étudiants, donc c'est une hypothèse qu'on fait, et donc il y aurait peut-être un biais dans l'indice de force de groupe. » Quand je vous parlais des iniquités associées à l'ancienne mouture de la Cotère, parce que justement, ce n'était que les notes écoles, qui étaient considérées. Oui, c'est vrai, ces écoles-là sont connues. Il y a des écoles qui ont tendance à surcoter leurs élèves. Il y a des écoles qui ont tendance à sous-coter les élèves. Dans l'ancienne mouture de la Cotère, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est jamais tous les cours. Non, c'est pas vrai. À la fin des années 90, c'était tous les cours qui étaient considérés au secondaire. Très rapidement, ça a été corrigé. Pendant de nombreuses années, c'était les matières obligatoires. Donc, outre les 5 matières avec épreuve ministérielle, s'ajoute à cela une année de plus pour ce qui est de français. S'ajoutait également monde contemporain. Donc, les notes écoles ont leur biais. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque le ministère émet les notes finales, l'examen est très, très, très important. Parce que si vous avez une école qui a la tendance à surcoter, automatiquement, les étudiants qui ont eu, disons, 90 en apparence, vont se retrouver à avoir eu peut-être 75% à l'épreuve ministérielle. À ce moment-là, il y a 2 facteurs qui sont appliqués par le ministère. Si jamais c'est juste l'élève qui n'était pas en forme cette journée-là ou qui a mal étudié, ce qui arrive quand l'étudiant est à la baisse, c'est que la note finale est la moyenne entre la note à l'épreuve ministérielle et la note école. Donc, ce qui le placerait grosso modo à 82%. Mais quand il y a un comportement à grande échelle qui fait qu'une proportion significative des élèves ont moins bien réussi dans les épreuves ministérielles, là, il y a un red flag au ministère qui dit « Oh, on a une école qui surcote. » Donc, il y a une pénalité supplémentaire qui est appliquée pour ramener encore plus à la baisse la note finale. Alors qu'à l'inverse, quand on a un élève qui provient d'un collège plus sévère, plus strict, comme mentionné dans la question, qui a tendance à sous-coter ses élèves, bien, si la note à l'examen du ministère est supérieure à la note école, 100% de la note finale, c'est la note à l'examen du ministère. Donc, pour 5 des 7 matières qui étaient utilisées dans l'ancienne mouture de la Cotère, 5 des 7 matières, donc, étaient corrigées pour le plus possible enlever cet effet qui peut-être soit pénalisant ou avantageux selon le système de cotation de l'école secondaire. Mais maintenant, comme ce ne sont que les matières avec des examens du ministère, c'est encore plus amélioré, étant donné que tous les cours considérés sont, en principe, standardisés par les épreuves ministérielles. D'accord. Une question qui demande si les étudiants en sciences pures et appliquées ont les préalables nécessaires pour accéder au programme en médecine. Pas en médecine. Vraiment, les préalables en médecine, il faut absolument avoir le cours de physionomie et également avoir le cours de chimie organique. À ce moment-là, si quelqu'un veut passer par le cursus des sciences pures et appliquées et qui est très motivé, la seule piste est de remplacer 2 cours complémentaires par ces cours préalables ou les ajouter en cours d'été comme préalable universitaire, mais c'est un peu plus difficile de le faire. Rares sont les collèges qui offrent ces cours en cours d'été. D'accord. 2 dernières questions. Donc, la première des 2 dernières. Est-ce que le fait de faire partie d'une équipe sportive peut me pénaliser dans mon désir de performer pour faire une demande dans un programme contingenté?
Tout est une question de gestion de temps. Quand je vous parlais que c'est important d'avoir un curriculum vitae bien garni pour la faculté hautement contingentée, il y en a de toute panoplie. Un de mes anciens étudiants qui est rentré en médecine à McGill était quelqu'un qui était sur l'équipe collégiale de basketball. Il n'a pas fait de parcours allongé. Le programme de sport-études n'existait pas à ce moment-là. Et quand même, il se retrouve en fac de médecine. Donc, il n'y a pas de souci. La notion de gestion de temps fait partie des variables humaines que les tests que les universités font passer tendent à mesurer, que ce soit via les MEM, les multi-entrevues multiples, qui sont très, très brèves, très rapides, où il faut réfléchir rapidement, que ce soit via le Casper, où il y a des questions également qui vont chercher à mesurer l'efficacité, les facultés de gestion au niveau de l'étudiant. Donc, quelqu'un, autant qui ferait du sport élite, ou quelqu'un qui ferait un double deck également, qui a l'habitude de gérer un agenda peut-être un peu plus serré. C'est quelque chose que les universités considèrent. Donc, comme on dit si bien, la dernière et non la moindre. Performance générale. Quelqu'un qui veut connaître la performance générale des étudiants du double deck musique dans les demandes qu'ils font au sein des universités dans les programmes contingentés, par exemple droit et médecine. Ils sont difficiles à isoler, mais je sais qu'ils ne sont pas pénalisés. Pour avoir enseigné aussi à de multiples cohortes du double deck, ce sont en général des étudiants qui sont très forts. Oui, on est un petit peu plus strict à l'entrée pour l'admission des double decks. On est un peu plus strict au même titre que pour Sciences, Lettres et Arts ou pour le BI. Mais compte tenu de la charge que représente l'étude de la musique en plus de l'étude du chant, de l'autre chant au niveau de la diplomation, ce sont des étudiants qui ont l'habitude justement de devoir concéder les deux, de devoir pratiquer l'instrument 10, 20, 30 heures par semaine, en plus de s'investir dans ces études scientifiques ou en sciences humaines ou en arts et lettres. Donc, ça en revient toujours un peu à la gestion du temps, à la motivation. Et ce sont souvent des clés qui vont faire en sorte que ces étudiants-là vont être capables de composer avec justement un peu plus de tâches à faire et ils s'en sortent très, très, très bien. Oui, étant moi-même diplômé en musique, je peux en témoigner. Je n'ai pas fait de double deck en musique, j'ai fait un deck en musique et j'ai enseigné dans le deck en musique par la suite. J'ai poursuivi des études universitaires également en musique et j'ai bifurqué par la suite à cause d'un accident de voiture en éducation. Donc, j'ai poursuivi des études en éducation, mais je peux dire que la musique là, a été un atout jusqu'à aujourd'hui. Donc, j'encourage fortement les gens à considérer cette avenue-là, particulièrement avec, dans le fond, la valeur ajoutée d'étudier à la fois à Vincent d'Indy et à Brébeuf. Je crois que c'est vraiment une combinaison incroyable et une opportunité que je dirais qui est incontournable pour des étudiants qui ont des intérêts dans deux champs disciplinaires comme celui de la musique et potentiellement les sciences humaines ou les sciences de la nature. Donc, merci. Ça conclut la série de questions pour ce soir. Merci beaucoup, Jonathan, de m'avoir assisté comme modérateur pour cette présentation, en espérant qu'elle a été bénéfique pour vous, que vous compreniez un peu mieux l'aspect un peu mystique que peut prendre cette fameuse cotère. Donc, la clé numéro 1, soyez vraiment dans un programme dans lequel vous allez vous épanouir. C'est vraiment comme ça que vous allez vous démarquer. N'ayez pas peur d'aller dans une institution où il y a beaucoup d'étudiants forts. C'est même bénéfique pour avoir un effet émulateur. Épanouissez-vous, c'est vraiment la clé. Et à ce moment-là, tout va bien aller. Vous avez les chiffres à l'appui. Je vous souhaite une très bonne continuation de soirée et également possiblement une bonne continuation dans les divers ateliers de nos portes ouvertes en vue des admissions de la cohorte 2021. Bonsoir.